C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Nous recevons aujourd'hui Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir. Député des Yvelines, candidat à la primaire Les Républicains, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Et vous venez de rééditer dans une édition réactualisée La sottise des modernes chez Plomb. Dans votre livre, on reconnaît donc la plume qui a donné parfois le souffle, la gloire, mais aussi la polémique au discours de Nicolas Sarkozy. Vous revendiquez, dans le fond, une vision traditionnelle dans laquelle les nations sont les nations, les frontières sont les frontières, et que derrière, parfois, la modernité peut se cacher une forme de retour en arrière. Et vous écrivez « La pensée moderne est un antidestin, une pensée de l'émancipation ». La prétendue nouvelle pensée moderne renvoie l'homme à une multitude de déterminismes. Voilà, c'est signé Guénaud dans le texte. Alors pour le professeur Guénaud, qui nous parle d'Erasme, de Nietzsche, de Socrate, de Machiavel aussi, je vous propose un sujet contemporain dans le fond et celui d'actualité. Ce matin, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, l'hommage à Michel Rocard aux Invalides. Je vous propose d'écouter, vous y étiez, ce qu'a dit François Hollande. Qu'a-t-il montré? Que le compromis n'est pas une faiblesse, que la négociation n'est pas un défaut de volonté, et qu'on obtient toujours plus par le dialogue que par la confrontation. Et en même temps, pour lever les blocages, il n'a pas hésité à recourir aux procédures prévues par la Constitution, et à 28 reprises, il a dû engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter des textes essentiels. Alors, donc la question sur la modernité, est-ce que d'après vous, l'ancien... un commentaire quand même sur... Je vous en prie, bien sûr. J'ai écouté ce discours qui était un hommage tout à fait convenable et respectable, mais se cacher derrière Michel Rocard à propos de la méthode, c'est un peu fort de café, si vous permettez cette expression. Le gouvernement n'a pas fait la preuve, et notamment dans les derniers mois, d'un grand sens du dialogue et d'un grand sens du compromis, ni de la négociation. Il a essayé de passer en force. Quand Michel Rocard a utilisé le 49.3, il a utilisé parce qu'il avait une majorité étroite et relative à l'Assemblée. Il ne l'a pas utilisé contre sa propre majorité, ce qui n'est pas interdit, ce qui est parfaitement constitutionnel, mais ce qui politiquement quand même n'est pas du tout la même chose. Vous noterez quand même qu'il y a eu du dialogue, puisque cette loi El Khomri, ça fait longtemps qu'on en parle, et que la CFDT a donné quitus quand même au final. Ils ont dialogué avec un syndicat. Oui. Bon. C'était le cas aussi de Michel Rocard. Nicolas Sarkozy négociait avec un syndicat, la CGT. Non, il négociait avec tout le monde. Avec la CGT. Non, c'est pas vrai. Moi, j'étais là. Non, c'est toujours tout le monde. On a toujours discuté. S'entendait bien avec Bernard Thibault. Voilà. Bon. Bref, on en reparlera. Donc, est-ce que l'ancien Premier ministre était un moderne, selon vous, par rapport à la gauche marxiste, on va dire? Et est-ce que, à vos yeux, la gauche peut être moderne? Et la gauche a été moderne dans l'histoire. Elle l'a été quand elle a incarné l'émancipation, quand elle a incarné la liberté, quand elle s'est posée en héritière des Lumières. Elle a été moderne. Elle a été moderne. La gauche de Jules Ferry a été moderne. La gauche de Jaurès était moderne. Une partie de la gauche d'aujourd'hui, comme une partie de la droite, est moderne, mais la gauche de gouvernement, la gauche écologiste, la gauche de Madame Taubira n'a rien de moderne. N'a rien de moderne. Même si c'est cette partie de la gauche qui nous vend toujours sa politique en exigeant de chacun d'entre nous d'être moderne. C'est moderne. Ma politique est bonne parce qu'elle est moderne. Sauf qu'elle n'est pas moderne. Elle nous renvoie la plupart du temps au pire des archaïsmes. Et c'est vrai aussi pour une partie de la droite. Vous savez, quand le marché, par exemple, devient immanent, c'est-à-dire qu'il est partout autour de nous et que nous croyons obligés de vivre au rythme de ces lois et de ces tyrannies, de ces soubresauts, de ces emportements, alors nous sombrons dans l'archaïsme. C'est pas l'émancipation de l'homme, c'est pas la modernité. Ça consiste d'abord dans la distinction des plans, c'est-à-dire le religieux et le temporel, le privé et le public, le corps et l'esprit, enfin la matière et la pensée. Bon. Dès lors qu'on quitte la distinction des plans, on retombe dans le grand tout,
Hein, dans cette espèce de grand tout qu'on a vu ressurgir un peu au XIXe siècle avec la pensée romantique. Je ne parle pas de l'art, mais de la pensée, le romantisme allemand, par exemple, qu'on voit ressurgir aujourd'hui quand on refait de la nature, non pas seulement une cause à défendre, mais on redivinise presque la nature, qu'on ne peut plus la toucher, on ne peut plus essayer de la dominer ou de la domestiquer, ou quand on ne peut plus toucher au marché, à l'économie, qu'on ne peut plus chercher à l'humaniser, à le socialiser. Bien, là, nous tombons non pas dans la modernité, nous revenons à l'archaïsme prémoderne. Et ça n'a rien à voir avec ce que la modernité a signifié dans l'histoire comme libération de l'homme. Ouais. Sur ce sujet philosophique, ça vous inspire, Marie ? Oui, comment vous situez-vous vous-même ? Parce que dans votre livre, qui est quand même une charge contre les modernes, contre une certaine forme de la modernité, ce qu'on appelle aujourd'hui, vous venez de n'a rien à voir, vous avez rien à voir avec la défini. modernité dans l'histoire. Voilà. Mais comment vous vous situez vous-même ? Comment vous vous définissez vous-même ? Votre identité, quelle est-elle ? Par exemple, à gauche, on sait que Emmanuel Macron cherche à incarner la modernité, comme Rocard a pu l'incarner un temps, comme à droite, Giscard l'a incarné. Non, il a incarné la contemporanéité, il a incarné les modes du moment. Mais dès lors que vous soumettez de nouveau l'homme à des déterminismes, qu'ils soient économiques, naturels, technologiques, vous sortez de la modernité. Hein. Les 30 Glorieuses ont été 1000 fois plus modernes que tout ce que M. Macron peut proposer. Parce qu'elles incarnaient l'homme maîtrisant l'économie, maîtrisant les grands faits sociaux. Le contexte était tellement différent. Mais c'est avant d'être un problème de contexte. Quand même immense. Mélangeons pas tout. Nous sortions d'une période effrayante qui était la période de la guerre, puis la reconstruction. L'entrée dans l'édification du marché commun, qui a été un formidable booster pour les 30 Glorieuses en question. La période d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Non, mais d'abord, les périodes ont toujours quelque chose à voir les unes avec les autres. Donc, parce que l'homme ne change pas, parce que la nature humaine ne change pas, sauf à croire à d'immenses mutations anthropologiques tous les 50 ans, ce à quoi je ne crois absolument pas. Là, nous ne parlons pas de des politiques qu'on applique. Nous parlons de leur inspiration. Nous parlons de la pensée qui nous dicte notre façon de regarder le monde et de nous le représenter. Bon. Et de ce point de vue-là, il y a une façon moderne de se le représenter qui exprime ce que le mot modernité a pu signifier pour nous dans l'histoire. Et c'est une longue aventure qui commence au moment où les hommes décident de sortir Dieu de la nature pour le mettre en dehors de la nature, c'est-à-dire de passer de l'immanence à la transcendance, de sortir de la confusion des plans pour passer à la distinction des plans. C'est-à-dire pour libérer l'homme, c'est le meilleur exemple d'ailleurs dans la pensée et dans l'art, c'est la tragédie, et la tragédie grecque en particulier. La tragédie grecque, c'est l'avènement de l'homme libre, qui est capable de se révolter contre son destin, qui est capable de dire non à la fatalité, non à tous les déterminismes. Ça donnera en politique, pour prendre un exemple plus récent, ça donnera en politique le gaullisme, le non opposé fermement à tout ce qui menace d'asservir un homme ou un peuple. Alors, la façon de dire non, elle peut changer d'une époque à l'autre. Elle peut changer en fonction de l'état des techniques, de l'état de la société. Mais, en revanche, la volonté de dire non, elle ne change pas. Et ce que nous avons perdu, c'est la volonté de dire non. Nous disons toujours oui à tout. Moderne. Et qui sera, parce que vous êtes donc candidat aux primaires des Républicains, vous parliez de tragédie grecque, donc quelle serait... Le tragique de l'histoire, vous savez, c'est extraordinairement important. Cela fait des décennies que nous nions le tragique de l'histoire, le tragique de la politique et le tragique de la condition humaine. Il nous ressaute à la figure. Demandons-nous pourquoi. Alors, est-ce qu'il faut un Deus ex machina, justement, de ce Dieu qui sortait de la boîte dans cette tragédie grecque? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, puisque vous dites « je suis le seul candidat gaulliste », et d'une, êtes-vous un Deus ex machina? En quoi vous pouvez rendre aujourd'hui le gaullisme moderne? D'abord, dans la tragédie grecque, c'est pas Dieu qui sort de la, ce sont pas les dieux qui sortent de la boîte comme Deus ex machina. Ce qui sort de la boîte de la tragédie, c'est le héros de la tragédie. Oui, c'est celui qui peut finir écrasé par les dieux, mais qui assume cette ultime dignité de l'homme, qui est la revendication de sa liberté de dire non à toute forme de servitude, et comme si son histoire était écrite à l'avance, le refus que son histoire soit écrite à l'avance par d'autres ou par autre chose que par lui-même, voilà ce que la tragédie nous amène, et voilà par quoi commence la longue histoire de la modernité, c'est-à-dire de l'émancipation de l'homme. Et de ça,
et encore une fois, de sa suprême dignité. Écoutez, ça vole. On a bien compris votre substrat philosophique. Mais ça vole haut, c'est bien. Ce n'est pas bien. Très bien. Ça vole très haut. Dont vous vous réclamez en tout cas. Après, on verra les applications dans concrètes. La littérature et dans la morale. Vous avez un merveilleux exemple qui s'appelle Albert Camus. Albert Camus, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'Albert Camus est passionné par la tragédie, qu'Albert Camus est sans doute celui qui connaît le mieux l'héritage méditerranéen, qui n'est pas croyant mais qui dit nous avons besoin de la raison et du sacré, et qui incarnera toute sa vie une certaine idée de la liberté humaine. Vous savez, par rapport par exemple aux adeptes de la philosophie de l'histoire, il avait dit un jour méchamment à propos de Sartre, j'en ai assez de ceux qui n'ont jamais rien mis dans le sens de l'histoire que leur fauteuil. Voilà. Oui, mais là vous parlez d'une période révolue parce que j'allais dire le paysage intellectuel. Non, mais le paysage intellectuel n'a plus rien à voir. Alors pardon de nous ramener. Parce qu'il y a un paysage. Il y a toujours. On peut le juger médiocre, on peut le juger comme c'est. Oui, il est assez médiocre. Malheureusement, la politique n'est pas intellectuelle. Eh bien voilà, vous avez tout dit. Quand la politique n'est pas intellectuelle et qu'elle est confrontée à des défis comme ceux auxquels nous sommes confrontés, la politique s'effondre, la politique disparaît et elle laisse sa place aux instincts, aux passions les plus violentes, à la barbarie, à la sauvagerie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Que cette sauvagerie soit politique, religieuse, économique, sociale, c'est exactement ce qui est en train de se passer. La politique, à force de laisser l'intelligence de côté, les idées de côté, la culture de côté, n'est plus capable d'appréhender les défis de son temps. Voilà. Et nous n'avons jamais été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale à autant de défis. Ça, c'est vrai. Sur le nombre des défis, vous avez raison. Mais revenons, à des considérations. Pour relever les défis, il faut penser. Voilà, à des considérations beaucoup plus terre à terre. Vous êtes député, donc vous êtes dans l'action quotidienne, au jour le jour, et vous êtes en même temps candidat à des primaires, à des élections primaires. Donc vous vous réclamez du gaullisme. Il n'y a pas plus opposé à l'idée du gaullisme que les primaires. Je l'ai dit. Donc parce que les primaires sont la réhabilitation ou plutôt la surprotection des partis tels qu'ils sont, alors que les partis sont aujourd'hui contestés. Monsieur Colombani, comme j'aime vous entendre dire ça, tellement de vos collègues m'expliquent que c'est la démocratie. Mais parce qu'on peut dire aussi les gens votent, donc voilà. Oui, bien sûr. Comment acceptez-vous à ce moment-là d'entrer dans ce processus? Parce que, vous voyez, vous êtes invité ici, vous êtes invité à la radio, vous avez une liberté. En règle générale, on vous sollicite, votre parole existe. Donc vous n'aviez peut-être nul besoin d'entrer dans un processus qui est si contraire, par ailleurs, à ce que vous préconisez. Donc pourquoi êtes-vous là aujourd'hui, candidat aux primaires? Alors, d'abord, en politique, un jour ou l'autre, il faut aller à l'élection si l'on veut que sa parole porte vraiment. Sinon, on devient un commentateur de l'actualité. On vous invite, on m'invite, peut-être parce que je commente mieux que certains autres, peut-être parce que c'est plus rigolo, peut-être parce que j'ai plus d'idées, peut-être parce que je suis plus caricatural, je n'en sais rien. En tout cas, on m'invite. Mais je ne peux pas passer mon temps simplement à commenter. J'étais radicalement opposé aux primaires, celles de la gauche comme celles de la droite. J'observe d'ailleurs avec amusement que les plus grands partisans de la primaire de droite étaient les plus farouches adversaires de la primaire de gauche. Comme quoi, la politique n'est jamais ridicule, n'est-ce pas, et jamais incohérente. Simplement, bien, on a décidé d'en faire. Elles sont là. Voilà, elles sont là, et donc elles sont un moment privilégié pour s'exprimer et pour aller demander l'avis d'une partie du corps électoral. Bon. Je suis bien conscient qu'elles sont néfastes pour les institutions parce qu'elles tendent à la confiscation par les partis de l'élection présidentielle, et en particulier elles font du candidat, des principaux candidats à l'élection des candidats d'un camp. C'est quand même assez curieux quand on veut devenir l'homme de la nation. On va même atteindre le point ultime de cela, puisque aujourd'hui, si on raisonne aujourd'hui, la primaire de la droite va désigner le chef de l'État. Donc les gens qui vont se mobiliser pour la primaire de la droite ont toute chance d'élire, enfin de désigner le prochain président de la République. Verrons. Vous savez comme moi que les expériences des décennies précédentes l'ont prouvé, et dans la période de troubles et de bouleversements dans laquelle nous sommes pourrait le prouver davantage encore, que les choses se passent rarement comme on l'avait prévu. Voilà. Je ne suis pas sûr que les Français se laisseront voler l'élection présidentielle. En tout cas, si primaire il doit y avoir, elles doivent être suffisamment ouvertes, elles doivent permettre un vrai débat, et les partis ne doivent pas essayer de les verrouiller. C'est ce que dit effectivement Nathalie. Mais elle a raison. Voilà, elle a raison, et moi j'ai voulu faire cette expérience et aller au bout de celle-ci. Si je constate que
peut s'exprimer, aller à la rencontre des Français, pour tout dire, avoir les parrainages nécessaires pour pouvoir concourir. J'estime que Nathalie Kosciusko-Morizet ou moi-même, nous avons toute la légitimité pour y participer. Si ça n'est pas possible, eh bien la démonstration aura été faite que nous sommes revenus au pire moment du régime des partis, c'est-à-dire comme à la fin de la 3e, comme à la fin de la 4e, puisque vous me faites l'honneur de penser que, de rappeler que je me réclame du gaullisme. Je rappelle que le gaullisme, il s'est instauré, forgé contre le régime des partis, en tout cas après la libération. Bon, et que les partis ont considéré qu'ils avaient remporté une grande victoire en tuant le RPF, le parti qu'avait créé le général de Gaulle en 1946, notamment avec le système dit des apparentements, vous vous souvenez. Donc on verrouille tout et après on est content. Le résultat, c'est qu'après, ça explose. En général, ça se passe dans des moments où les partis sont absolument incapables de résoudre les défis de leur temps, et donc ils se verrouillent, ils essaient de garder leur place. Tout ça peut finir un jour comme la démocratie chrétienne italienne, dans le meilleur des cas, qui a disparu du jour au lendemain après 50 ans de règne sans partage sur la vie politique italienne. Bon, donc si c'est ça, moi je prendrai mes responsabilités et j'irai à l'élection présidentielle, j'irai chercher les 500 parrainages d'élus, en particulier d'élus locaux, qui sont nécessaires. C'est un tout autre exercice que d'aller chercher 20 parlementaires, 230 élus locaux qui acceptent de s'engager dans le camp républicain et 2500 militants qui ne savent pour la plupart même pas qu'ils doivent parrainer. Parce que Nathalie comme moi rencontre des gens qui viennent vous dire « Je suis désolé de ne pas pouvoir vous parrainer, je ne suis pas élu ». Preuve que personne ne leur a expliqué qu'il fallait aussi 2500 parrainages de militants. Voilà, moi je vais aller au bout et on fera la démonstration que ou bien c'est effectivement un espace de liberté pour parler aux gens et pour essayer de les convaincre, ou bien que ça ne l'est pas. Allez, il nous reste 20 minutes, donc... Mais c'est un sujet extrêmement important parce que le verrouillage des partis et le système des partis, c'est quelque chose qui participe, de façon décisive à la crise de la politique et de la démocratie. Mais on a un flash d'information, on se retrouve tout de suite. Pas d'impatience.